Parce que demain se construit aujourd'hui, c'est le slogan de cette 6e édition de l'Amadi Keynote, le festival des innovations et de l'entrepreneuriat. On parle maintenant de l'industrie des médias, l'IA. Est-ce le véritable game changer pour l'industrie des médias? Eh bien, on va en parler avec nos 3 experts. Jean-Philippe Poirot, Head of Telco, Média et Technologie pour Atos. Guillaume Doré, CEO de Synchronized. Et Arnaud Maupin, directeur de l'innovation du groupe TF1. À la présentation et à la modération de ce débat, Den Geselhardt, journaliste pour le média trektrash.fr, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Messieurs, je vous laisse maintenant le soin de partager le fruit de vos réflexions sur ce sujet passionnant qu'est l'industrie des médias. Merci beaucoup Pierre. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on va commencer par une très rapide intro. Alors, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, et probablement vous aussi, pour dire que ça fait déjà une bonne décennie que l'industrie des médias se met à l'heure de la digitalisation, des nouvelles technologies. Et depuis quelques années, elle s'intéresse de plus en plus à l'intelligence artificielle et tout ce que ça englobe, parce que l'intelligence artificielle, c'est un concept assez large qui englobe plein de choses. Et c'est vrai que c'est une appellation générique parfois un peu floue. Alors aujourd'hui, justement, on va essayer de ne pas être trop flou, on va essayer d'être précis, d'être pertinent. Et on va parler d'implémentation concrète, de solutions concrètes qui ont de toute évidence recours à la data en général, à la métadonnée, au cloud computing, au edge, et aussi pour ceux qui sont de simples spectateurs, qui s'intéressent en tant que spectateurs, à l'expérience utilisateur. Comment est-ce que l'intelligence artificielle permet d'améliorer de façon drastique l'expérience utilisateur? C'est important, grâce à la personnalisation à l'extrême, bien sûr. Et donc voilà, aujourd'hui, on sort d'une longue crise. Et on a dans le viseur, en tant que média, souvent le premier semestre 2022 avec les élections présidentielles qui arrivent. Donc, qu'est-ce que sont les opportunités concrètes pour les médias aujourd'hui? Quelles sont-elles pour ces médias qui intègrent les solutions d'IA et pour les médias qui ne le font pas? Quelles sont les différences? Et on va parler de tout ça donc, avec vous, chers messieurs. Donc, je vais faire un petit tour de présentation très rapide. Donc, avec moi, Jean-Philippe Poirot, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes Global Head of Télécom, Médias et Technologies chez Atos. Voilà, merci d'être avec nous. Arnaud, vous êtes là, donc vous êtes directeur innovation chez TF1. Donc bonjour Arnaud. Et Guillaume Doré, vous êtes donc fondateur et président de Synchronized. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Et donc pour commencer, on va commencer avec vous Jean-Philippe. Alors lors de la préparation de ce panel, je pense qu'il faut le préciser à ceux qui nous écoutent, on a discuté longuement autour de tous ces points qui nous passionnent, d'intelligence artificielle et de médias. Et vous nous avez résumé, je pense de façon assez habile, les enjeux principaux selon vous qui justement ont recours à l'IA et aux médias. Donc pourriez-vous peut-être en faire un bref résumé de ces 8 points clés qui, selon vous, sont les 8 points qui résument un peu, qui font un tableau et qui vont nous servir de point d'ancrage pour notre discussion. Et puis après, peut-être nous dire rapidement, en guise d'introduction, comment est-ce que vous appréhendez aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez que les médias appréhendent la question de l'IA? Est-ce que vous pensez qu'ils le font ou est-ce qu'ils ne le font pas? Et après, on en discutera avec Arnaud et Guillaume. Merci. On va essayer d'aider à démystifier un petit peu l'IA et le machine learning et le deep learning dans le cadre des médias. Donc il y a un certain nombre de points clés, comme vous l'avez indiqué. Tout commence par la digitalisation des contenus. Et derrière la digitalisation des contenus, la monétisation. Ensuite, il y a un effet très clé aujourd'hui, c'est la personnalisation. On voit qu'en fait, la consommation des médias est extrêmement personnalisée. Et on reviendra dessus avec des exemples avec mes collègues ici présents. Il y a un autre élément qui est important, c'est quand on s'est classifié, on a toute la partie contenu, on a la partie insight et personnalisation, eh bien c'est de combiner les deux et donc de gérer l'audience et l'écoute en fait et de le combiner pour le monétiser encore mieux. Il y a un élément clé qui est de plus en plus pertinent, c'est la sécurisation, puisqu'en fait on voit qu'il faut sécuriser le contenu. Les acteurs médias sont de plus en plus exposés à des attaques, cyberattaques ou des problèmes de sécurité. Donc c'est un autre élément dont il faut tenir compte. Et l'IA/ML joue un jeu important en fait dans ce domaine-là.
Après, vous avez parlé du cloud computing. Alors, on en parlera. On parlera des plateformisations, toute la partie plateforme qui permet en fait de l'agilité, mais qui permet aussi de la scalabilité. On parlera de nouvelles technologies, le edge computing qui arrive avec la 5G, qui va nous permettre en fait de faire des choses complètement nouvelles avec de la production remote, comme vous le faites ici, mais avec encore plus du live, parce qu'en fait, on sait que dans les médias, le live est extrêmement clé. Voilà, donc un certain nombre d'éléments importants qu'on va essayer d'évoquer avec vous aujourd'hui. Merci Jean-Philippe. Et justement, alors vous avez parlé de personnalisation et d'insight. Et quand on a préparé la discussion, Guillaume, vous aviez une phrase que j'ai trouvé que c'était une très belle punchline. Vous avez dit le contenu est roi, mais la data est clé. Et pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous raccrochez ça aux insights, à la personnalisation ? Oui, bien sûr. Et par rapport à ce que vous faites aussi, Synchronize, peut-être le résumer de façon très rapide, bien sûr. Bien sûr. Je pense que dans le monde digital, tout le monde connaît les enjeux d'optimisation de parcours client, d'indexation de contenu sur les moteurs de recherche, de navigation, de connaissance des consommateurs. Je voudrais revenir aux problèmes liés à la vidéo. La vidéo, une fois qu'elle est mise dans le monde digital, c'est juste un fichier. Un fichier qui a un nom. Mais c'est un peu comme si on avait un catalogue de fichiers Word avec des titres bien rangés, bien classés. Mais dès qu'on ouvre le fichier, on a accès à des données encryptées. On ne voit pas, on ne comprend pas ce qu'il y a dans le fichier. Le fichier sert uniquement au lecteur vidéo à décoder 25 images par seconde. Donc il n'y a pas de data à l'intérieur. Ce qui fait que, d'un point de vue consommateur, on va prendre un exemple. Le JT, le journal télévisé du 15 avril 2019, n'a plus de valeur, puisqu'il n'est pas très intéressant d'aller regarder ce JT. Par contre, c'est le jour où Notre-Dame a brûlé. Et le sujet sur Notre-Dame qui a brûlé reste un sujet de valeur. Et si on n'a pas de data pour dire à l'intérieur de ce fichier, de tel endroit à tel endroit, on parle de Notre-Dame qui brûle, et ben on ne peut pas le rendre accessible, on ne peut pas l'indexer, on ne peut pas permettre aux consommateurs d'aller directement à cette séquence, etc. etc. Donc la data est un enjeu majeur. Et cette data, il y a deux façons de l'ajouter à un fichier vidéo. C'est soit manuellement, alors il y a plein d'exemples. Pour monétiser, on parlait de monétiser, c'est aller mettre des marqueurs pour dire à tel endroit on a le droit de mettre une coupure publicitaire. C'est un exemple très concret que tout le monde connaît. Le bouton pour passer le générique dans une série, il faut ouvrir le fichier, regarder où est le générique, mettre un marqueur au début du générique, un marqueur à la fin du générique, enregistrer tout ça dans une base de données. Donc c'est un processus qui est fait manuellement, qui est extrêmement coûteux et qui n'est pas scalable. C'est pas scalable du tout, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, c'est là où l'enjeu de l'intelligence artificielle prend tout son essor. Et une solution comme Synchronize, qu'on appelle, qui est une nouvelle catégorie, parce qu'on a ce qu'on appelle les MAM, les Media Asset Management, qui vont gérer tous ces énormes catalogues de vidéos, mais l'extérieur des fichiers. Les solutions qui sont portées comme Synchronize de In-Video Intelligence vont, eux, aller regarder ce qu'il y a dans le fichier grâce à des techniques de computer vision, de machine learning, d'intelligence artificielle, et aller reconstituer de la data et l'indexer dans le fichier pour après permettre son indexation, sa recherche, la personnalisation des expériences utilisateurs, etc. Et alors justement, Arnaud, chez TF1, est-ce que vous utilisez cette solution-là, exactement celle dont parle Guillaume? Est-ce que vous en utilisez d'autres? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, effectivement, nous on utilise ces solutions-là. En fait, l'enjeu pour nous, de façon assez classique, il est d'exposer le bon contenu au bon moment, dans le bon contexte, à la bonne personne. Et donc pour faire ça, en soi, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'outils à la base. Mais dès qu'on veut scaler, dès qu'on veut proposer un catalogue de contenu de plus en plus riche, et finalement, typiquement, si on prend une plateforme comme MyTF1, on a complètement cet enjeu-là. À l'origine, MyTF1, c'était une plateforme de replay. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui propose du contenu enrichi, qui propose du contenu AVOD, en linéaire, en non linéaire. Et donc ça, il faut qu'on soit capable de le traiter. Donc oui, effectivement, automatiser un certain nombre de tâches, c'est essentiel pour nous pour accompagner finalement cette croissance dans le contenu qu'on va proposer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que finalement, nous, le contenu qu'on propose, c'est du contenu qui va fédérer les gens. On propose du contenu de qualité qui va fédérer les gens. Et en fait, quand on dit la personnalisation, c'est pas forcément de proposer des contenus différents à chacun. C'est aussi proposer des expériences qui peuvent être différentes. Typiquement, un contenu comme quotidien, certains vont vouloir le regarder en live, d'autres en replay. Certains vont vouloir le regarder d'une traite, d'autres découpé.
certains vont vouloir identifier juste une séquence. Et pour faire ça, si on a de la data, si on est capable d'identifier des séquences dans le quotidien pour aller se dire j'ai envie finalement de regarder que cette séquence-ci et cette séquence-là, la data va nous permettre de proposer cette expérience enrichie. Qu'est-ce que vous voyez comme futur, enfin, là on parle donc de la personnalisation, là de façon très concrète, ce que vous faites donc, avec Synchronize chez TF1. Est-ce qu'il y a une étape d'après en fait à ça? Est-ce qu'il y a une étape encore supplémentaire à la personnalisation? Est-ce que finalement en tant que spectateur j'arrive et j'ai, je sais pas, un contenu encore plus personnalisé, mais j'ai déjà l'impression qu'il est déjà très personnalisé, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? En fait, il y a aussi toute l'expérience. Non, mais il y a toute l'expérience qu'on va proposer aux utilisateurs qui est typiquement, nous on utilise la techno de Synchronize pour faire toutes les vignettes sur MyTF1. Donc les vignettes, c'est les images d'illustration. Et en fait, historiquement, on traite en général les contenus les plus consommés, qui sont plutôt sur notre home, avec un niveau de qualité qui est très fort. Et en fait, les technos comme Synchronize vont nous permettre de traiter toute la long tail en proposant le même niveau de qualité. Et c'est un moment quand on veut proposer, quand on va avoir une promesse d'excellence sur une plateforme comme celle de MyTF1, c'est juste essentiel de pouvoir utiliser des technos comme Synchronize. Voilà. Et justement, cette question de la personnalisation, ça nous mène à la question du filtrage et du filtrage sous toutes ses formes, mais aussi par rapport aux fake news. Est-ce que, comment, grâce à un travail opéré sur la data et au filtrage, il est justement possible de limiter la propagation de fausses informations? Est-ce que c'est des situations que vous rencontrez, et même Jean-Philippe, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça? Alors, tout à fait, je pense que on va en plus faire face de plus en plus avec les technologies nouvelles de l'événement instantané où en fait tout le monde peut parler et peut parler en fait à travers les réseaux mondialement. Donc il y a un vrai besoin en fait de filtrer l'information. Donc les moteurs des AML permettent de faire, permettent de reconnaître en fait les voix, ils permettent de comparer un auteur par rapport à des écrits précédemment. Donc ça on le fait pour certains clients avec le machine learning. Il y a aussi un processus d'éducation, je pense aussi vis-à-vis de l'ensemble des auditeurs et de l'audience, c'est de faire attention à toute l'information que l'on a et de vérifier en fait les sources de l'information. Bon, je pense que de plus en plus on aura des acteurs majeurs comme TF1 ou d'autres qui sont des acteurs de confiance, qui mettent de l'information de confiance. Donc ça va être très important demain. Et puis après, il y a des technologies qui permettent de sécuriser la distribution de l'information de bout en bout, de l'encoder, de l'encrypter. On est sûr que du journaliste sur le terrain à l'arrivée dans le studio, l'information est bien la même et elle a bien été protégée et encryptée. Et ça, c'est typiquement le rôle de ce que vous faites chez Atos. C'est le rôle d'Atos. Alors, on a fait beaucoup d'événements dans ce sens-là. On a géré l'ensemble des Jeux Olympiques et toute la diffusion média sur les Jeux Olympiques qui viennent juste de se terminer. Et je peux vous dire que c'est un sacré événement en termes de scalabilité, de taille. On reparlera peut-être du cloud derrière, de la sécurisation. C'était un événement majeur à filtrer l'information, à donner la bonne information, parce que tout le monde va avoir les bons scores. Et justement, on va en reparler, mais de façon très concrète, quand vous parlez de sécurisation des flux, ça veut dire quoi exactement? Alors ça peut être de l'encryptage avec des clés en fait de sécurisation, mais c'est aussi de l'identification, donc identifier en fait l'auteur et l'arrivée. Donc on a différentes techniques qui permettent de le faire. Ok, et du coup, pour en revenir à vous, quand on parlait justement en tant que média, donc Arnaud chez TF1, qu'est-ce que vous pouvez faire, comme on disait, par rapport au filtrage et à la propagation de fake news? Est-ce que c'est un sujet qui vous concerne ou pas tant que ça finalement? Nous, on n'est pas tant concernés par l'aspect modération, parce que finalement, le contenu, on le maîtrise. Ouais. Et finalement, sur le filtrage, on peut mettre des technologies d'IA, mais on dirait qu'on est plutôt sur une partie modération. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les technologies d'IA qui vont nous permettre en fait, de traiter l'information, de la qualifier. Dans tout le travail finalement au sein de la rédaction, je l'évoquais tout à l'heure, finalement on a des cellules de journalistes qui vont vérifier l'information, on a des cellules qui s'appellent les vérificateurs qui font déjà un travail formidable au quotidien pour vérifier si une information est vraie ou fausse. Typiquement, je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi le débat de la primaire écologiste, voilà, on a fait un dispositif avec un QR code qui permettait justement d'avoir accès à un fil conducteur qui allait vérifier l'information. Mais on se dit demain, finalement, la technologie, l'IA, elle est capable de nous amener encore plus loin. On a tous, finalement, dans notre traitement de texte, dans Word, un correcteur orthographique qui, finalement, va souligner un mot parce que son orthographe est erroné. Demain, on peut imaginer, finalement, d'avoir le même système avec... on va souligner en rouge quand une déclaration est considérée comme fausse parce qu'une source fiable a été identifiée comme la contredisant.
ou à contrario en vert parce qu'une source fiable la valide. Et en fait, c'est tout l'enjeu. Après, évidemment, ça n'enlèvera rien au travail des journalistes, en fait, de rajouter cette couche pour justement distribuer, donner l'information et l'expliquer. Mais on sera capable de traiter beaucoup plus d'informations, peut-être en temps réel. Voilà, on imagine que ce genre d'outils accessibles en temps réel pourrait offrir quand même des expériences qui seraient très enrichissantes pour l'utilisateur. Oui, parce que l'exemple que vous donnez là, est-ce qu'il est déjà déployable? Est-ce qu'il est déployable justement en temps... C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer, là, parce qu'on parlait des élections présidentielles, donc le premier semestre de l'année prochaine, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait déployer pendant un débat, par exemple, ou est-ce que c'est plus tard? À mon sens, en l'état, on est plutôt à plus tard. Okay. En revanche, oui, c'est complètement le genre de dispositif qu'on est capable de déployer dans ce genre de circonstances et qui apporterait beaucoup de valeur à la fois aux équipes en interne dans les rédactions, mais également pour les utilisateurs, pour les téléspectateurs qui regarderont le débat. On utilise le blockchain comme technologie de protection de bout en bout. Donc il y a des technologies qui sont utilisées et qui sont disponibles aujourd'hui. Ok. Et Guillaume, est-ce que c'est des types de choses sur lesquelles vous travaillez aussi avec Synchronized ou Nous, on travaille sur les contenus qui sont produits ou acquis par les chaînes de télévision, donc qui sont effectivement maîtrisés. Oui, c'est donc l'enjeu est plutôt de permettre... ce qu'il faut voir, c'est que la masse de volume qui est à gérer. On parle très souvent des milliards dépensés par Netflix en contenu. Je crois que c'est 17 milliards cette année. Et on parle très peu des dépenses R&D, qui sont de 1,9 milliard et qui croient de 17% chaque année. Et cette R&D, elle se positionne sur la data. C'est pour automatiser, extraire un maximum de data et l'exploiter au maximum. Et cette masse d'informations, qu'elle soit fake news ou nécessaire à exploiter au mieux un catalogue vidéo, il faut l'aide de la machine. En sachant que, pour nous, l'intelligence artificielle n'est qu'un assistant à la créativité. On veut libérer les énergies pour que les tâches répétitives soient libérées et que les personnes et les équipes éditoriales, les journalistes, etc., puissent se concentrer sur l'essence de leur métier. Et dans le cas, j'imagine, des vérificateurs, il y a beaucoup de data à processer. Si elle peut être accélérée par l'IA, ils vont pouvoir mettre leur énergie là où c'est essentiel. Bien sûr, ouais. Et justement, c'est vrai, quand on parle d'IA, on ne parle pas forcément toujours d'automatisation, alors que c'est quand même beaucoup d'automatisation. Et du coup, aujourd'hui, à quel stade de cette automatisation en sommes-nous, pardon? Justement, vous qui donc faites ça concrètement avec votre entreprise. Je vais donner un exemple sur un sujet de R&D qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est la génération automatique de bandes-annonces. Promouvoir le contenu, ça devient essentiel, puisque les catalogues sont tellement grands qu'on ne sait plus quoi regarder. Promouvoir ce contenu nécessite donc de faire un montage d'une séquence courte de 15, 20, 30 secondes. C'est extrêmement coûteux. Ça veut dire qu'il faut 1 ou 2 journées de montage. Quand on a des catalogues de 10 000 heures qui arrivent par mois pour enrichir une offre, ça devient quasi impossible. Donc là où arrive l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de développer une technologie qui va faire quelque part du reverse engineering, c'est-à-dire prendre un film et être capable de revenir à l'état de storyboard. C'est dans le storyboard qu'est la data. C'est là où on dit telle séquence, telle scène, il y a tel acteur, la caméra va faire tel et tel mouvement. En pouvant reconstituer cette data, on va pouvoir refaire un montage tout en respectant les règles du montage pour pouvoir en faire une séquence plus courte et donc automatiser un process et accorder le bénéfice aux consommateurs de ces contenus de promo pour leur permettre de mieux choisir leur contenu. Voilà, c'est un bon exemple où on voit le coût humain, la non-scalabilité et là où l'intelligence artificielle peut aider et assister les créatifs. Et chez Synchronized, on a une particularité, c'est qu'on veut automatiser les process tout en donnant un contrôle éditorial absolu aux équipes créatives, aux journalistes, aux community managers. Donc ils ont toujours le moyen de contrôler le résultat, mais ça, très facilement. Arnaud, vous voulez rajouter quelque chose sur l'automatisation chez TF1, par exemple? Est-ce que vous voyez
Oui, effectivement, on a souvent intégré de l'IA au début. Je ne sais pas si c'était d'ailleurs toujours de l'IA, on parlait d'automatisation, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'automatisation, finalement, c'est mettre de la techno pour automatiser des tâches qui peuvent être très répétitives. Et ça, finalement, je ne dirais pas que c'est compliqué, c'est pas très compliqué à faire parce qu'en fait, on va interagir sur un segment qu'on va remplacer. Et à la fin, on a un bénéfice qui est souvent un gain de temps ou un gain de qualité. Donc, c'est des choses qu'on sait faire assez facilement. Mais après, on peut aussi accompagner en fait ces évolutions-là en se disant qu'on va introduire plus d'intelligence. Typiquement, quand on dit qu'on est sur de la recherche de contenu, au début, on était capable de rechercher une vidéo dans nos archives où on pouvait identifier, je ne sais pas, Emmanuel Macron avec Barack Obama, par exemple. Bon, voilà, ça c'est faisable. Et après, on se dit finalement, on est capable de rajouter plus d'intelligence en se disant, on va détecter cette scène-là, mais une scène où il se serre la main. Bon, là, il faut quand même rajouter un peu plus d'intelligence. Et on voit qu'on peut finalement aller beaucoup plus loin sur l'enrichissement en data de nos contenus. Et donc, voilà, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus qu'on est capable d'enrichir progressivement. Ce n'est pas forcément des substitutions binaires qui restent figées dans le temps. Alors justement, avec l'automatisation vient forcément la question de la scalabilité. Et c'est là où je vais me retourner vers vous, Jean-Philippe. La scalabilité des réseaux, justement, vous en parliez un petit peu avec les JO. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça? Comment est-ce que vous voyez la scalabilité des réseaux de diffusion dans les années qui viennent? On est face à une transformation importante qui est en cours, parce que déjà les médias étaient en retard il y a quelques années, ils sont tous passés dans le monde digital, ils sont passés sur le réseau IP, ils sont en train de passer dans le cloud. Donc si je prends des exemples de ce qu'on a fait côté Atos en gérant les Jeux Olympiques, c'est énorme. Plus de 4 milliards en fait de personnes qui regardent les Jeux Olympiques. Dans un environnement où en fait le nombre d'attaques, aussi je parlais de sécurité, le nombre d'attaques a fortement augmenté. Juste pour avoir des chiffres en tête, 500 millions d'attaques sécurité. Attendez, 500 millions au moment de Rio, 4 milliards au moment de Tokyo. Ah oui, c'est impressionnant. Donc 800 alertes sécurité par seconde. Vous voyez le niveau en fait d'alerte qu'il y a, avec en fait des alertes d'attaque, avec même des cyberattaques, avec des moteurs d'IA/ML embarqués dans la cyberattaque. Donc il faut avoir pour pouvoir réagir. Vous voyez, même l'IA/ML là nous sert à protéger en fait complètement l'environnement de sécurité. Et puis en termes de diffusion et de scalabilité, les événements live, c'est plus de 100 millions d'événements live à distribuer dans l'ensemble des médias. Donc on gérait l'arrivée du flux central et on distribuait aux broadcasters derrière. Donc une énorme scalabilité. C'est une des premières fois où l'ensemble en fait, des Jeux Olympiques était traité dans le cloud complètement avec tous ses bénéfices. Et vous pensez qu'on peut aller encore plus loin? Alors j'ai cru comprendre que le edge computing, donc j'imagine que vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, ça permet d'aller encore plus loin dans la scalabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça juste en oui, 2-3 mots? En quelques mots, pour un peu le vulgariser, le concept c'est un peu technique, mais ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui 80% des données sont traitées dans des data centers et 20% au bord des réseaux télécoms. Et on pense que dans l'avenir, ce sera l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aura 80% très proche de la source et 20% plutôt dans les data centers. Exactement l'événement qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ici, on est là, vous captez l'information, vous la diffusez aussi largement que possible. Et de plus en plus, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que pour capter l'information, surtout vous en avez des grands événements live comme un match de foot, et bien aujourd'hui, la plupart des chaînes de télévision, ils apportent en fait des camions pour capter en fait le flux broadcast. Demain, vous aurez un nœud de computer qui a avec toute la capacité, qui a des temps de réponse extrêmement rapides, c'est de l'ordre de 2 millisecondes, qui permettront de capter les événements live. Donc on va avoir une explosion des événements live qui vont être diffusés, en plus avec les plateformes dans le cloud d'un point de vue général. Donc vous avez des événements très régionaux, même en France, qui pourront avoir une visibilité mondiale d'un seul coup, tout en live. Et comme on sait que le live, c'est la monétisation, on voit tout de suite qu'il y a un contexte là entre le live, la monétisation, la sécurisation, les potential fake news, et il faut arriver à gérer tout ça. Justement, en tant que média, qu'est-ce que ça change pour vous, cette avancée technologique du edge? Finalement, la question pour nous, c'est exactement l'exemple qui a été mis en avant, c'est-à-dire de pouvoir produire des événements sans avoir forcément à déplacer des moyens conséquents sur place, de pouvoir finalement faire du remote, de la remote production aussi. Donc voilà, on voit que tous ces enjeux-là, c'est aussi pour nous des gains pour ne pas déplacer des équipes, voilà, pour avoir plus de réactivité, pour éviter aussi les questions. Parfois, c'est
c'est aussi basique que de pouvoir transporter du matériel, obtenir les autorisations, les délais. Enfin voilà, on a tous connu ça dans les années où on faisait de la production sur place. Et donc effectivement, pouvoir disposer d'outils qui nous permettent de faciliter en fait ces démarches-là et la production en ayant évidemment, voilà, tout est bien sur des événements tels qu'on peut les diffuser avec un niveau de qualité qui soit aussi fort que ce qu'on pouvait faire avant, avec un niveau aussi de sécurité sur toute la partie cybersécurité, c'est juste essentiel. Vous avez une problématique aussi de sécurisation des contenus chez TF1 ou pas tant que ça? Ouais, si, je pense que tout le monde a une problématique de sécurisation des contenus. Ouais, on va dire que c'est intrinsèque en fait, quasiment à notre métier, mais à tous les métiers à partir du moment où ils sont digitalisés. D'accord. Alors, on arrive déjà presque à la fin de notre discussion et pour terminer, j'aimerais donc me tourner vers vous, Jean-Philippe, et vous demander si on se retrouve dans 10 ans à la Madi Keynote 2031. Est-ce qu'on parlera de la même chose? Qu'est-ce qu'on se dira en quelques mots? Enfin, qu'est-ce que vous pensez qu'on se dira? Voilà, là, c'est la prospective. C'est la prospective, exactement. Petit exercice de prospective. Mais mes collègues et amis là vont pouvoir aussi peut-être commenter. Voilà, peut-être que vous avez aussi... Non, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Donc, il y a des sujets qui vont se développer. Comme on le disait à l'instant, tout ce qui est remote production, ça va énormément se développer. Donc, il y aura une opportunité à faire de la production en live sur des événements locaux avec une portée mondiale immédiate. Donc, ça, c'est vraiment important. L'expérience aussi de l'audience va changer, donc beaucoup plus de personnalisation, mais aussi un mélange en fait de réalité virtuelle et réalité augmentée avec du contenu live. L'influence de l'audience sur les contenus, ça on va le voir de plus en plus, et on commence à le voir hein, au niveau des séries où on peut influencer le contenu et la fin d'une série ou la fin d'une vidéo. Donc ça va continuer à se faire. Je pense qu'on a abordé le sujet des fake news, ça va être un vrai problème. Donc on va de plus en plus, je pense, devoir contrôler la source de l'information et la qualité de l'information. Et ce qu'on disait, hein, c'est que des grands acteurs comme TF1, ils vont avoir de plus en plus une réputation qui va être reconnue, parce qu'en fait, ils vont être la source de distribution d'informations importantes. Les garants, finalement. Les garants, etc. Ouais. Et là, on va rentrer dans un problème de régulation, puisqu'en fait, on voit que dans les GAFA, prennent tellement d'importance, ils commencent déjà à réguler. On a vu dans un événement dramatique, hein, qui était l'événement des talibans, où en fait, Facebook a enlevé l'identification des comptes Facebook de certaines personnes donc, en Afghanistan, justement pour les protéger, pour pas qu'ils soient retrouvés par les talibans. Donc on voit qu'en fait, les GAFA ont un rôle en fait, à ce jour sur protéger en fait, la source de l'information. Est-ce que c'est vraiment leur rôle? Est-ce que c'est vraiment un rôle, ou est-ce que c'est le rôle plutôt des régulateurs? Donc on va tomber dans ce débat. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci. À tous les quatre d'avoir participé à ces échanges inspirants sur l'IA et l'industrie des médias. 15h55. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre depuis ce matin 10h pour le grand rendez-vous de l'innovation, le festival de l'innovation. C'est bien sûr la 6e édition de la Madi Keynote. Dans 2 petites minutes, dans 120 secondes, nous retrouverons EDF. On parlera des défis présentés par EDF. Comment les entreprises s'engagent face au changement climatique avec l'exemple d'EDF. Nous le verrons dans quelques instants. Restez bien connectés pour celles et ceux qui sont en streaming et pour les autres. Bien sûr, restez bien à nos côtés en direct de Grand Contrôle ici à Paris. À tout de suite.